Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Et l'actu qui ne s'arrête jamais, c'est aussi avec Philippe David tous les matins. Il est seul ou pas, contre tous. Et ce matin, voici ce qu'il nous affirme. Insémination post-mortem. Vous auriez pu choisir un autre mot, ça fait vraiment... Ah mais c'est du latin, là on n'a pas le choix. Ça c'est du latin. Il faut légiférer. On n'a plus l'habitude de parler latin. On n'a plus l'habitude, c'est terminé. Alors ça c'est ce que vous nous dites. Vous pouvez réagir bien sûr en nous appelant en direct sur l'antenne au 0826 300 300 ou en votant d'accord, pas d'accord avec Philippe David sur sudradio.fr. Et oui, c'est un nouveau cas de conscience ou d'éthique comme vous voudrez, parce que le tribunal administratif de Rennes a enjoint le centre hospitalier universitaire de la même ville d'exporter le sperme d'un mari décédé pour inséminer sa femme. Pourquoi l'exporter ? Parce qu'en France, la fécondation par un homme mort est interdite. C'est pourquoi je dis insémination post-mortem, il faut légiférer. Pourquoi il faut légiférer ? Parce qu'aujourd'hui, non pas à Rennes, mais à Toulouse, c'est-à-dire à l'autre bout de la France, le tribunal administratif de la Ville Rose va statuer sur un cas strictement identique où une autre veuve va demander à être fécondée à l'étranger par le sperme de son mari défunt. Que va-t-il se passer d'un point de vue juridique si le tribunal administratif de Toulouse dit le strict contraire du tribunal administratif de Rennes? C'est pourquoi je dis insémination post-mortem, il faut légiférer. Et puis il faut aussi se poser les questions d'éthique parce que cette décision de justice, elle est grave car si jamais la fécondation marche, le premier cas qu'il y avait eu en France, c'était en 1984 où une femme qui s'appelait Corinne Parpalais avait tenté l'insémination avec le sperme de son mari mort. Insémination qui n'avait pas fonctionné, cet enfant sera condamné à être orphelin. C'est pourquoi je dis insémination post-mortem, il faut légiférer. Face à moi, Gilbert Collard, député du Gard, avocat et qui a plaidé dans une affaire similaire il y a quelques années à Rennes. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et Blanche Streb, directrice des études d'Alliance Vita. Blanche Streb, bonjour. Bonjour Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, Gilbert Collard, vous êtes un homme galant. On va donc laisser la primeur de l'expression à Blanche Streb. Ça, c'est du sexisme, mon ami. Oh, ça n'existe plus. On n'a pas le droit de dire... Excusez-moi, on n'a plus le droit de dire mademoiselle. C'est interdit, vous le savez. Je le sais. Dans les papiers administratifs, moi, comme je suis un réac, c'est avec beaucoup de plaisir que je laisse la parole à Blanche Streb. À Blanche. Alors, et moi, Blanche quand on m'appelle mademoiselle, je suis toujours flattée, ça me rajeunit, j'aime beaucoup. Ah, ben voilà, écoutez, chère mademoiselle Blanche, vous avez la parole. Eh bien, écoutez, Blanche Streb, donc... Le tribunal administratif de Rennes, quelque part, il a ouvert la boîte de Pandore avec cette décision. Oui, absolument. Il a ouvert la boîte de Pandore. Je suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça pose un petit peu la question, je trouve, du rôle du juge aujourd'hui. On observe un peu, je trouve, une mutation du rôle du juge. Et je me demande si il n'est pas un peu en train d'outrepasser ses droits, même d'outrepasser le droit, parce que en fait, c'est vrai que normalement le juge est là plutôt pour faire appliquer la loi, et la loi ici pour l'insémination post-mortem, elle est très très claire. Elle est claire dans sa lettre, elle est claire dans son esprit, et non, au lieu de faire respecter la loi, finalement, le juge a considéré qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, mais déjà c'est lui qui a jugé ça, hein, même si on est d'accord, elles sont exceptionnelles, hein, mais voilà. Et du coup, il s'est autorisé lui-même, le juge, à ne pas respecter la loi qui finalement devrait s'imposer à tous et en premier lieu à lui. Donc c'est vrai que la boîte de Pandore est ouverte. Il y a des grosses questions qui se posent pour l'état de notre droit aujourd'hui, qui, au lieu de protéger le plus fragile, l'enfant à naître, eh bien, vient au service de la revendication de droits individuels. Est-ce qu'on veut une loi au service des désirs des uns et des autres, ou est-ce qu'on veut une loi qui protège le plus fragile? Ici, c'est vrai que la loi, elle est bien claire, hein, et elle est là pour quoi? Elle est là pour prendre en compte l'intérêt de l'enfant, n'est-ce pas? L'intérêt de l'enfant à ne pas être privé délibérément, à ne pas être conçu orphelin, puisque l'intérêt d'un enfant, ça peut évidemment pas de naître orphelin. Gilbert Collard, vous êtes avocat, donc législateur, on a parlé de la loi, vous avez défendu, on en a parlé dans l'introduction, d'un cas similaire également à Rennes, c'était en 2009. Alors, le tribunal administratif de Rennes, là, vous allez peut-être être d'accord avec moi, il a ouvert la boîte de Pandore. Non, mais c'est pas qu'il a ouvert... les tribunaux, aujourd'hui, se prennent pour le Parlement. C'est clair. Il y a un léger mélange des genres entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Non, mais c'est les juridictions, à commencer par la Cour de cassation,
légifèrent, ne tiennent aucun compte de la loi, et c'est un vrai problème parce qu'il y a vraiment un rapport de force entre le Parlement et les juridictions qui est aujourd'hui en faveur des juridictions, à tel point que on prend des lois pour légiférer sur les jurisprudences. Bon, donc sur ce point, vous avez quand même le code de la santé publique, vous avez On va en parler. les lois bioéthiques. Bon, alors le débat pour ou contre, c'est autre chose. Hein. On va en débattre. On va développer tout le débat d'un point de vue éthique, juridique. Non, mais etc. c'est quand même pas négligeable de savoir qu'aujourd'hui, on a des juges qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Ce qui est quand même une vraie question. Alors on va aller faire un petit tour au standard si vous voulez nous appeler. Allez-y 0826 300 300 et puis bien sûr pour voter si vous êtes d'accord ou pas avec Philippe David qui vous dit ce matin insémination post-mortem, il faut légiférer. Sudradio.fr. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Premier sujet, première affirmation de Philippe David ce matin sur Sud Radio. Insémination post-mortem, il faut légiférer. Qu'en pensez-vous? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous appelez et vous passez en direct sur l'antenne de Sud Radio. Et puis vous votez si vous êtes d'accord ou pas avec Philippe David. On suit ce sondage de près sur sudradio.fr avec Claire. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous êtes donc 56% à être d'accord ce matin avec Philippe. Et j'ai un petit commentaire pour vous, Philippe de Tarque sur sudradio.fr qui dit « Eh ben Philippe, là vous me surprenez, à mon avis c'est de Toulouse. » Vous dites souvent qu'il faut arrêter de cumuler les lois et de légiférer sur tout. Et là vous dites l'inverse. Et si on laissait simplement le cas par cas? Philippe, ressaisissez-vous, allons. Alors Philippe, Ressaisissez-vous, ça me fait penser à De Funès dans un film, Ouais. Les Grandes Vacances. Merci Tark. Non mais c'est une vraie question parce qu'en France, on a quand même nombre de lois qui ne sont pas appliquées et on a nombre de problèmes qui ne sont pas résolus par la loi. Alors face à moi aujourd'hui Gilbert Collard, avocat qui a défendu un cas d'insémination post-mortem en 2009 et également à Rennes, et Blanche Streb, directrice des études d'Alliance Vita. On va continuer sur les problèmes juridiques et après on parlera plus des problèmes d'éthique. Alors, je ne suis pas juriste Gilbert Collard, là je vais commencer avec vous, mais si je lis l'article L2141 alinéa 2 du Code de santé publique, il dit « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple. » J'arrête la citation là. Oui, non, mais Donc bon. ça veut dire que théoriquement, le tribunal administratif, c'est improvisé, et vous me passerez l'expression, en législateur. Mais le Conseil d'État a autorisé pour une jeune veuve espagnole avec l'attendu suivant. Hein, l'attendu, c'est la décision du Définitive. Conseil. Hein. L'application de la loi française entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées. C'est-à-dire qu'on a la plus haute juridiction administrative, Le Conseil d'État. le Conseil d'État, qui s'autorise à dire que l'application de la loi française entraînerait des conséquences disproportionnées. Alors, le débat sur l'insémination post-mortem, c'est autre chose. Mais là, on a affaire à une juridiction qui se permet de dire qu'il ne faut pas appliquer la loi française. Ben, comme le tribunal administratif. Comme de le Rennes. tribunal administratif. Alors, vous nous dites, est-ce qu'il faut légiférer? Oui, bien sûr, pour ne pas avoir l'air trop con. Autant prendre une loi, puisque de toute manière, déjà, avant même qu'elle ait été prise, elle est appliquée. Bon, alors, là, cette affaire démontre quand même que le pouvoir législatif en France n'est plus entre les mains des députés. Parce que 1994, loi bioéthique, Oui. bon, article L 2151-2 du Code de la santé publique, interdiction formelle. Ah, c'est 2141 pour moi, mais Oui. bon, c'est pas grave, ça c'est... C'est pas grave. juste Il y un en a chiffre. un des deux qui se trompe, mais c'est pas très grave. C'est pas moi d'habitude. C'est pas Je moi d'habitude plaisante. non plus. Bon. Disons, et l'article, il est très clair. L'exportation de gamètes conservés en France par un usage qui méconnaîtrait interdite. les principes bioéthiques, alors, bon, Est voilà, interdite. est interdit. Bon, et on a des. Alors, le débat, après, on va y venir. C'est un débat, à mon avis, qu'il faut aborder avec beaucoup de respect, de prudence, parce que C'est un sujet douloureux, parce que déjà il y a eu un mort. Voilà, tout s'y mêle. Il y a la vie, la mort. Héros et Thanatos d'un point de vue Eros et psychanalytique. Thanatos, hein, Freud l'a bien analysé. La peur peut-être de la mort. Ah, c'est un sujet douloureux. Mais Le risque aussi qu'un enfant vienne on va en parler. On va d'un père mort, on va- qu'est-ce que ça veut dire? On Voilà. va continuer sur le juridique avec Blanche Streb. Blanche Streb, vous êtes directrice des études d'Alliance Vita.
Quand vous voyez que le tribunal viole la loi, ça vous inspire quoi ? Moi, je rejoins Monsieur Collard. C'est vrai qu'on s'étonne vraiment du rôle que s'octroie aujourd'hui le juge de décider de ne pas respecter la loi, qu'il est censé suivre. Moi, je trouve que ça génère pour notre pays quand même une sorte de grande insécurité juridique, puisque on pourrait aujourd'hui réfléchir à une loi qui serait au cas par cas. Et moi, je trouve ça assez inquiétant parce que la loi, elle n'est pas forcément là pour répondre aux désirs individuels, aussi forts soit-il et aussi dramatique soit-il comme ici. Moi, je crois qu'au contraire, les lois, elles sont là pour protéger la personne la plus vulnérable. C'est elle qui doit être la pierre d'angle, en fait, de la loi et puis aussi de l'éthique, bien sûr. On en parlera. Et ces décisions, c'est pas juste des faits divers comme ça où on pourrait se dire chacun fait ce qu'il veut. En fait, non, ces décisions sont extrêmement importantes. Ces enjeux bioéthiques, vous le savez, vous faites des émissions sur ces thématiques et vraiment, c'est très intéressant. Tabou, d'ailleurs, Oui, la preuve exactement. avec l'émission du jour. Oui, tout à fait. Et ces enjeux bioéthiques, vous le sentez bien, et je pense que les auditeurs se rendent bien compte aussi, sont vraiment importants et majeurs. Ils dessinent un petit peu, je trouve, la société qu'on a envie de construire autour de nous et la manière dont on va traiter, ou plutôt maltraiter, les générations futures. C'est vrai que ces choix, ils impactent vraiment la culture. Est-ce qu'on veut d'une culture relativiste, individualiste, où chacun voit midi un peu à sa porte, selon l'expression, où une loi déciderait selon son intérêt ou son envie, ou est-ce qu'on veut des lois qui sont là pour le bien et la justice, et pour en tout cas protéger, je crois, l'enfant, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment important. L'intérêt d'un enfant, il peut pas être de naître orphelin. Son père est mort, on peut pas faire une rupture comme ça dans le temps et décider qu'un enfant serait là, délibérément orphelin. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne façon de répondre à la souffrance de cette femme. Je ne crois pas qu'un enfant puisse remplacer, malheureusement, aussi bien l'enfant qu'elle a perdu que son mari. Tout ça est bien tragique, évidemment. C'est un cas particulièrement tragique dont on va parler. Blanche Mais c'est vrai Streb, que on va développer un peu. La fabrication des enfants, elle n'est pas vraiment là pour satisfaire ou consoler ceux qui les font. Les enfants, ils ont un avenir. L'enfant, c'est un avenir. Et on est en droit d'exiger pour lui qu'il puisse naître dans des conditions qui respectent ses besoins fondamentaux. Et le premier, c'est de ne pas naître délibérément privé de son père, quoi. Et comme d'habitude sur Sud Radio, vous avez la parole sans tabou, sans barrière. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour passer en direct sur l'antenne. Vous votez sudradio.fr. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Philippe David lorsqu'il vous dit insémination post-mortem? Il faut légiférer. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Alors vous le savez, le tribunal de Rennes a autorisé une veuve à se faire inséminer à l'étranger avec le sperme de son mari. Ce matin, Philippe David vous dit insémination post-mortem, il faut légiférer. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez sans doute un avis sur la question. Vous nous le dites, vous passez en direct sur l'antenne en appelant au 0826 300 300 et en étant d'accord ou pas avec Philippe David, selon le sondage sur sudradio.fr. Et face à moi, Gilbert Collard, avocat qui a plaidé, on va en parler un peu plus tard, une affaire similaire au même tribunal administratif de Rennes en 2009, et Blanche Streb, directrice des études d'Alliance Vita. Gilbert Collard, vous vouliez répondre à Blanche Streb? Oui, moi je suis d'accord avec elle sur l'inquiétude qu'elle peut avoir quant aux destinées de la dignité, des potentialités de l'humain, l'embryon, etc. Mais l'argument de l'enfant né de la mort, en quelque sorte, de l'enfant orphelin, je crois qu'il ne tient pas parce que malheureusement, on a des orphelins de guerre, des orphelins de la route, des orphelins des attentats, du cancer, malheureusement, des dans les cas orphelins dont de on la a parlé. vie, du cancer, et l'enfant vient au monde alors que son père est mort. En réalité, la question qui se pose, et qu'on n'a peut-être pas l'audace analytique d'articuler, c'est que on a peur du mutisme de la mort. Que dit la mort? Que dit la mort? Et que va entendre l'enfant, une fois devenu grand, du fait que il est né d'un père dont la substance était vivante, mais dont lui était mort. Mais qui était mort. Et ce qui nous fait peur, c'est l'interprétation de ce vide. Et je le sais très bien pour en avoir discuté avec beaucoup de spécialistes, la mort ni le soleil
ne se peuvent regarder en face. Voilà. Et là, on est en face de l'interrogation que la mort nous pose. Et on se dit, l'orphelin va être un orphelin particulier, en ce sens que son père était mort au moment où il a donné la vie. Vous preniez l'exemple d'un père qui meurt dans un accident de voiture, par exemple, quand sa femme est enceinte, mais quand il a donné la vie, il était vivant. Le père n'était pas vivant. Voilà, donc c'est cette interrogation qui nous préoccupe et à l'intérieur de laquelle on a du mal à aller maintenant pour répondre à la question qui fait l'objet du débat. On est obligé de légiférer parce qu'on ne va quand même pas laisser les tribunaux administratifs et le Conseil d'État définir les circonstances exceptionnelles. Ça devient un totalitarisme judiciaire. Je vais vous faire réagir tous les deux, Blanche Streb. Le juge administratif a estimé que le décès de son époux, parce que cette femme était enceinte, elle a perdu son enfant, et donc cet enfant n'était pas né d'une fécondation in vitro, mais il était né d'une fécondation on va dire naturelle, normale. Oui, normal. Au terme de sa grossesse, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa décision et de celle de son défunt époux de devenir parent. Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, Blanche Streb, et je vais vous faire réagir, cette femme était enceinte, elle perd son enfant, elle perd son mari, est-ce que quelque part, on ne peut pas avoir un peu de compassion pour elle et lui laisser avoir un enfant de son mari, fût-il défunt ? Oui, je vous entends bien là-dessus, évidemment. Absolument, c'est un sujet douloureux. On imagine cette femme qui est encore jeune, 30 ans, donc on peut aussi se dire qu'elle a l'opportunité de peut-être refaire sa vie, même si j'aime pas sa vie, j'aime pas ce mot refaire sa vie. On consent à sa vie, on continue sa vie, on rebondit face aux épreuves. Moi, je crois qu'elle est à seulement même pas encore 1 an de ce deuil tragique. Et est-ce qu'on peut vraiment, dans une période qui doit être encore extrêmement douloureuse et chargée d'émotions pour elle, prendre une décision aussi importante. Vous dites effectivement que l'avocat a dit que la loi française portait une atteinte disproportionnée à son droit. Mais moi j'ai envie de dire, c'est pas le droit qui est responsable de ce drame. D'où vient le drame? D'où vient l'atteinte en fait? Eh bien c'est la mort tragique de son mari, c'est la maladie, et c'est la mort de cet enfant in utero, dont je voudrais d'ailleurs dire que le deuil périnatal est une grande souffrance qui est pas suffisamment, je pense, reconnu dans notre pays, quel que soit d'ailleurs le terme de la grossesse. Vous savez que dans le cadre d'un accident de voiture, si une femme enceinte perd son bébé et son chien, eh bien malheureusement, il y aura une reconnaissance de la perte du chien, mais pas du bébé. Voilà, et le deuil périnatal est un drame absolument majeur. Et je voudrais répondre aussi aux deux choses que M. Collard a partagées, que j'ai trouvé intéressant sur la notion de l'orphelin. Effectivement, il y a des drames, il y a des orphelins, il y a des enfants qui perdent leur père à la guerre, etc., dans des accidents. Mais est-ce que parce qu'il y a des drames, ce sont des drames, des enfants orphelins, est-ce que parce qu'il y a des drames, on peut s'autoriser à en créer d'autres ? Toute la question est, est-ce que la fin justifie les moyens? L'intention est vraiment, je crois, importante en éthique pour réfléchir. Et c'est pas parce qu'il existe des situations dramatiques qu'on peut s'autoriser à en faire d'autres. Pour moi, ce n'est pas du tout une bonne réponse. Et vous avez évoqué la mort, Monsieur Collard, j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit. Vous avez raison, il faut regarder, je crois, la mort en face. Et tout le processus de deuil de cette jeune femme, encore jeune, eh bien, est-ce qu'il n'est pas plutôt d'essayer de consentir au réel? De consentir à oui, c'est dramatique ce que j'ai vécu, oui, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu 7 enfants, aujourd'hui j'en suis là, je dois refaire ma vie, mais ce n'est pas en faisant un enfant de remplacement sur lequel pèsera l'injonction de peut-être remplacer son père, remplacer ce drame, remplacer l'enfant perdu, avoir un père fantôme qui sera peut-être même idéalisé. Comment on va pouvoir se construire cet enfant face à ce mythe un peu de l'immortalité? Moi je crois que c'est pas juste de faire peser sur cet enfant qui n'existe pas encore. Il faut bien avoir ça en tête, il n'existe pas encore. Moi je crois au contraire que ces femmes devraient être accompagnées dans leur deuil pour consentir au réel et pour peut-être aussi ouvrir leur cœur à un processus de deuil et à se dire il y aura peut-être un autre homme avec qui j'aurai un enfant et cet enfant vivra avec son père et peut-être c'est le meilleur possible qu'on peut souhaiter au lieu de vouloir légiférer sur un cas aussi dramatique et faire aussi de cas comme ça dramatiques des normes. On va laisser répondre Gilbert Collard avant d'aller au 0826 300 300. Oui, je crois que la victoire, elle est toujours à la vie.
Saint Paul avait posé la question, mort ou est ta victoire? Mort ou est ta victoire? Et je crois que chaque fois que la vie peut l'emporter, c'est une victoire. Et nous allons au standard au 0826 300 300, sudradio.fr aussi pour voter, pour vous exprimer sur ce sujet de l'insémination post-mortem. Il faut légiférer, c'est ce que vous dit Philippe David. Roland, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Roland, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Je vous remercie là, parce que la question de l'orphelin ou pas, vous voyez, moi je dis qu'il faut que la loi, elle est la loi, hein, et si la loi existe, elle est faite pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Il faut absolument, si on n'est pas d'accord avec la loi, violer la loi tout simplement, prendre son petit sac, aller en ailleurs, etc. Et on risque peut-être des poursuites pénales. Mais cette dame-là, elle a qu'à faire ce qu'elle veut, illégalement. Hein. Je vous dis ça parce que moi je suis né d'un viol. Mais un viol un peu particulier, c'est un crime de guerre. Je suis né en 1945. Ma mère est décédée, moi je sais les choses maintenant, et mon père théorique n'était pas mon père à 90%. Hein. Il faudrait faire des années avec mon demi-frère. Je pense que c'est un soldat allemand qui a été violé ma femme à Brunois en 1944 sous ordre... Votre mère. Pardon? Votre mère, vous avez dit ma femme, votre mère. Ma mère. Ma mère est décédée. Donc ma mère a dû être violée, a priori, à 90% par un soldat allemand qui a agi sous ordre. D'accord. Donc un cas vraiment douloureux. Et pour vous, donc... ça m'a pas changé grand-chose. Que je sois orphelin ou pas, ou que mon père soit mon géniteur ou pas, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la vie. Oui. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage poignant, Roland. Gilbert Collard voulait rebondir et on va faire réagir Blanche Streb. Oui, mais il a lâché le mot qui claque comme un étendard d'espérance. Hein. Ce qui compte, c'est la vie. Alors attention, moi je suis quand même très prudent. Hein. C'est-à-dire que si on devait légiférer, j'exigerais un délai d'1 an. C'est ce qui est le cas en Espagne. Voilà, c'est ce qui est le cas en Espagne. 1 an et peut-être même tout le temps du travail de deuil. Pour qu'on n'ait pas une décision qui soit en quelque sorte une projection du deuil. Il faut vraiment que le travail de deuil ait été accompli et qu'il soit presque constaté par des psychologues pour que la décision puisse être prise. D'où la nécessité de définir quand même ces circonstances exceptionnelles que les juridictions s'autorisent elles-mêmes à imposer. Blanche Streb, vous avez entendu le témoignage de Roland. Oui, il est poignant. Oui, il est poignant, c'est vrai, et je trouve qu'il a beaucoup de courage comme ça de témoigner. Vraiment, j'ai trouvé ça très touchant. Par contre, je ne peux pas être complètement d'accord. Ce n'est pas la loi ici dans sa situation qui a décidé qu'il devait être conçu par un viol. C'est des choses complètement différentes. Il s'agit d'une violence qu'a subie sa femme, dont le résultat est sa mère, pardon. Je fais la même erreur que lui. Il s'agit d'une violence qu'a subie sa mère et qui a réagi avec beaucoup de courage et lui aussi. Et le résultat de cette violence est quelque chose de bon, de positif, puisque c'est Roland lui-même. Et effectivement, tout doit être mis en œuvre pour accompagner ce type d'enfant conçu dans ces circonstances, évidemment. Mais ce n'est pas la loi qui a décidé que sa mère serait violée. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la loi qui a dit « nous allons accepter aujourd'hui de fabriquer des orphelins de père ». Donc c'est une situation qui est différente entre accompagner un enfant qui est conçu, qui est là, vers la vie, l'accompagner pour que tout puisse aller au mieux pour lui. Formidable, évidemment, c'est ce qu'il faut. Mais c'est tout à fait différent d'organiser à l'avance un préjudice. Je pense que c'est totalement différent. Vous avez un avis, vous avez envie d'en parler, vous voulez vous exprimer sur ce sujet, l'insémination post-mortem, il faut légiférer, c'est ce que vous dit Philippe David ce matin dans Seul contre tous sur Sud Radio. Eh bien, vous pouvez passer en direct avec nous sur l'antenne, sans tabou, sans filtre, 0826 300 300 et nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Philippe David sur le sondage qui est en cours sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et nous débattons ce matin pour ce premier sujet de Seul contre tous sur Sud Radio de l'insémination post-mortem. Il faut légiférer, c'est ce que vous dit, c'est ce qu'affirme Philippe David, c'est ce qu'il pense en tout cas. À vous de nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec lui. Vous appelez 0826 300 300, vous passez en direct sur l'antenne. Et puis il y a le sondage, d'accord, pas d'accord, sur sudradio.fr avec Claire. Eh bien, vous êtes 55% à être d'accord ce matin et on a un post de Gordiane sur sudradio.fr qui dit « Il ne faut pas légiférer. Les parents peuvent concevoir l'enfant sachant à l'avance que l'un des deux mourra avant la naissance. Quelle différence alors? Chaque cas doit être jugé individuellement. » Alors justement, Gilbert Collard, il y a quelques années, c'était en 2009, il y a donc 7 ans, vous avez défendu au tribunal administratif de Rennes
c'est-à-dire celui qui a rendu une décision il y a quelques jours. Non, c'était pas le tribunal administratif. C'était le tribunal de Rennes. C'était le tribunal civil de Rennes. Civil de Rennes, pardon. Oui, c'était le tribunal, c'était toujours à Rennes. Vous voyez que ça peut changer dans la même ville, les décisions. Vous aviez défendu une femme qui s'appelait Fabienne, qui voulait être inséminée avec le sperme de son mari qui était décédé. Et là, vous aviez été débouté. Oui, je le savais du reste. Non, mais c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait d'un tel changement. Vous allez me dire, il y a 7 ans d'écart, l'eau a coulé sous les ponts, soit, mais... Ça montre à quel point, en 7 ans, je dis pas forcément que c'est une bonne chose, hein, les mentalités ont évolué. Et là, je me suis rendu compte, à travers ce dossier, qu'il y a veuve et veuve. Je veux dire par là que cette jeune femme avait eu le temps de mûrir sa décision. Plusieurs années, c'était écoulé. Elle s'était battue, elle avait ferraillé. Fait le travail de deuil, comme on dit. Elle avait, moi, je peux apporter ce témoignage, mais qui ne veut pas dire que c'est vrai. Non, mais qui est intéressant, dans tous les cas. Vous avez défendu un cas similaire. Dans tous les cas, voilà. Elle avait vraiment fait le travail de deuil. Et elle, ce qu'elle voulait, et moi, ça m'avait ému. Ce qu'elle voulait, c'était que le projet parental qui était établi, qu'elle avait porté avec son mari et qu'il voulait, même mourant, puisse s'incarner dans la vie. Elle n'était pas à la recherche d'un mari fantôme à travers l'enfant, hein. Elle n'était pas du tout à la recherche d'un enfant de remplacement. Non, elle voulait que une volonté d'amour très bien exprimée, travaillée par le temps, qui ne l'avait pas tuée, puisse s'incarner. Et là, le regard de l'avocat, vous aviez défendu ce cas il y a 7 ans. Quel regard vous portez sur ce cas aujourd'hui, 7 ans après ? Je trouve dommage que cette malheureuse veuve n'ait pas pu avoir l'enfant de l'homme qu'elle aimait, alors qu'elle avait traversé tout le tunnel du travail de deuil. Elle avait été déboutée. Elle avait été déboutée. Bon, je pense que, alors, la question terrible, c'est est-ce que cet enfant aurait été heureux ? Mais qui peut savoir d'où vient le bonheur d'un être ? Qui peut le savoir ? Moi, je suis admiratif devant les gens qui ont des recettes pour le bonheur dans la vie. On voit des enfants de riches qui sont malheureux, des enfants de pauvres qui sont heureux. Beethoven qui surgit d'une famille délabrée, déchiquetée, et qui est le génie sonore indiscutable. Bon, qui a la solution ? Personne, il n'y a pas de chimiste du bonheur. Alors je crois qu'on doit approcher les questions humaines avec infiniment d'humilité. D'humilité. On n'est pas... Qu'est-ce qu'on sait de la vie ? Qu'est-ce qu'on sait de nos vies d'abord ? Qui a la recette du bonheur ? Peut-être qu'un enfant issu d'une insémination post-mortem va être très heureux, et qu'un enfant issu d'une procréation dite normale sera très malheureux. Je vous dis encore une fois, moi je suis devenu vraiment très, très prudent sur les choses humaines. Je ne sais pas quelle est la recette du bonheur. En tout cas, je sais que la recette du malheur, c'est le radicalisme dans tous les domaines. Blanche Trèbe, vous avez entendu le regard de l'avocat, puisque Gilbert Collard a défendu un cas similaire où il avait été débouté. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Et je vais vous poser une question. Imaginons que ce ne soit pas du sperme qui soit resté dans les congélateurs, mais des embryons. Est-ce que vous auriez été partisane de la destruction des embryons ou de l'implantation des embryons dans l'utérus de la mère ? Oui, j'ai entendu ce qu'a expliqué monsieur Collard à l'instant. Effectivement, il y a pas de recette au bonheur, évidemment, hein. Mais pourtant, moi, je crois quand même, malgré tout, à la résilience, c'est-à-dire à la capacité, à l'être humain, effectivement, à surmonter d'éventuels préjudices. Même si je pense qu'un préjudice délibéré, c'est plus compliqué à surmonter, je pense, qu'un préjudice qui serait lié à un accident, à quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et je crois aussi, il a raison, la culture change en 7 ans. On a vu, effectivement, c'est très surprenant. Et je crois qu'on peut observer là une mutation culturelle vers le droit à l'enfant, comme si l'enfant était un droit pour
toutes les situations, aussi exceptionnelles soient-elles. Mais moi, j'ai plutôt envie aujourd'hui qu'on parle du droit de l'enfant à être conçu dans une situation où il n'est pas délibérément privé de son père. Moi, je crois que c'est quand même l'essentiel de la question, et aussi pas fabriqué dans une situation où le temps est complètement brouillé. Vous savez, il y a des cas assez étonnants qui ont déjà aussi... Mais je vous pose la question, par exemple, si ça avait été des ovules fécondés, c'est-à-dire des embryons, est-ce que vous auriez considéré normal qu'on les détruise ou qu'on les implante à la mère ? Mais vous savez, vous évoquez quelque chose de concret. Il y a une situation aujourd'hui en Angleterre, assez concret, oui, d'une Anglaise qui a à peu près 60 ans et qui aujourd'hui se bat pour récupérer les ovules de sa fille qui est décédée dans des circonstances de cancer où les ovules avaient été congelés auparavant. Elle se bat pour récupérer ces ovules-là, pour les faire inséminer par un donneur anonyme et pour les porter elle-même, pour mettre au monde son petit-fils ou sa petite-fille. Et elle se bat pour ça auprès de la justice anglaise. Cet enfant, c'est un autre cas. Je vous parle au cas où ça avait été des ovules fécondés. Qu'est-ce que vous auriez pensé, vous ? Eh bien, effectivement, il y a ce cas dramatique. On les détruisait ou on les implantait ? Il y a ce cas dramatique aujourd'hui en France de milliers d'embryons d'êtres humains chargés de tout leur potentiel, d'êtres humains potentiels qui sont aujourd'hui figés dans le temps, qui sont aujourd'hui hors du temps, qui sont une sorte de catégorie exceptionnelle, comme s'il y avait une autre catégorie. Il faut répondre sur les embryons, c'est important, il faut répondre sur les embryons, parce que moi je dis qu'on ne doit pas détruire l'embryon. L'embryon, c'est la vie, on ne doit pas le détruire. C'est une question compliquée et douloureuse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de couples qui abandonnent la reconnaissance de l'embryon. Il y a beaucoup de couples qui abandonnent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, qui se retrouvent démunis, qui abandonnent leur embryon à la recherche et qui prennent cette décision parce qu'en fait ils n'étaient pas préparés à savoir eh bien oui, il me reste des embryons, qu'est-ce que j'en fais ? Moi je crois que c'est effectivement une situation qu'on a délibérément créée, ces embryons congelés, et qui génère des situations très douloureuses pour les couples. Vous prenez pas de position sur ce que vous auriez fait si cette femme ça n'avait pas été un don de sperme mais des embryons congelés. Et pourtant, vous n'avez pas fait votre... Et pourtant, l'autorisation conférée à l'implantation d'embryons, indirectement, lui reconnaît la qualité de personne. Oui, c'est vrai, mais je crois mais il faut prendre position, il faut avoir le courage de d'ailleurs, dire. j'ai une position d'ailleurs. Moi, je crois que dans une situation où on implanterait un embryon qui serait dans la même situation, c'est-à-dire privé de son père, ou chez une mère porteuse et privé de son père et de sa mère, ou dans une situation qui serait du même ordre, eh bien moi je trouve que maintenir ces embryons congelés, c'est une sorte d'acharnement thérapeutique, et que il faudrait peut-être tout simplement débrancher le congélateur au lieu de vouloir mettre au monde un enfant qui serait dans des situations compliquées. Alors, vous venez de décréter que l'embryon n'a droit à aucun respect. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense qu'il a droit à tellement de respect. Non, pas du tout. Je crois qu'il a droit à tellement de respect qu'il ne devrait même pas être congelé. Voilà ce que je dis. Et qu'à partir du moment où on est dans une situation qui est injuste, la réponse est forcément injuste. Je crois que c'est ça. S'il vous plaît, ne nous enfermons pas dans les impasses des formules. La question, elle est simple. Quel que soit le motif pour lequel l'embryon existe, la question, elle est simple. Poubelle ou vie ? Poubelle ou vie ? L'embryon est infiniment respectable. Infiniment respectable. Ou la vie ? Écoutez, la poubelle ou la vie, la preuve que c'est je quand crois même un sujet douloureux. J'ai répondu d'ailleurs à la question. Moi je dis la vie, je dis la vie. Par contre, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous faire réagir sur ce qui va se passer aujourd'hui, parce que c'est vraiment dans l'info du jour. Le tribunal administratif de Toulouse est exactement devant le même cas que le tribunal administratif de Rennes. Alors on va commencer par Gilbert Collard. Blanche Trèves, les dames commencent, les dames terminent sur Sud Radio quand il y a une dame. Que va-t-il se passer, Gilbert Collard, vous qui êtes juriste, si jamais le tribunal administratif de Toulouse... Vous n'avez pas encore admis la théorie du genre, vous.
Non. Bon, alors, bon. J'ai fait un débat il y a quelques jours dessus d'ailleurs où j'ai pris position. Non, contre. non, non, Il alors, était excellent votre débat. vous pouvez prendre toutes les positions du Kama Sutra sur toutes les questions. Ne le tentez pas. Sur toutes les questions intellectuelles. Sur toutes les questions intellectuelles. Vous avez le son et l'image, j'espère, parce que Oui. moi, Mais non. Que va-t-il se passer si le tribunal administratif de Toulouse dit le contraire de Rennes? Il y a un droit à Toulouse, un droit à Rennes, Non, mais un autre à Strasbourg, un dernier à Lille. Du temps de Pascal ou de Montaigne, je ne sais plus, je crois que c'est Pascal. Étrange justice qu'une rivière borne. Hein. Oui. Vérité en deçà, erreur au-delà. Bon, C'est vrai. on est exactement comme à l'époque de Pascal ou de Montaigne, parce que je ne sais plus à qui attribuer la citation. Hein. Bon, si le tribunal prenait une décision différente, ça irait devant le Conseil d'État qui a déjà défini sa Donc pour vous, jurisprudence. vous me passez sur la messe serait dite, La il messe faudrait serait comme dite. pour cette veuve espagnole. La messe serait avec ce critère de circonstances exceptionnelles, qui pour moi est un critère totalitaire, parce que le juge fait ce qu'il veut. Et moi, je ne veux pas que les juges fassent ce qu'ils veulent. Blanche Streb, en 10 secondes, que va-t-il se passer pour vous 10 secondes? bah Si moi, les je décisions sont différentes à ne lis Toulouse et à pas, Rennes. je ne lis pas l'avenir. Hein. Par contre, moi, je pense que le CHU de Rennes, il a le droit de faire appel. Moi, j'espère qu'il va faire appel, hein, parce que on est quand même là pour avoir une loi qui protège 3 le secondes. fragile. On a besoin de repères, on a besoin de limites qui Merci. structurent la société. Merci Blanche Streb, merci Gilbert Collard, pardon. Alors, le résultat du sondage, qui est d'accord ou pas? Alors, d'accord avec vous, pas d'accord à 53%, d'accord à 48%. Voilà pour le sondage de ce deuxième seul contre tous. Eh Un bien, nouveau écoutez, sujet j'ai dans un perdu. instant.